Au Mali, on ne compte que 8 femmes maires et seulement 3 présidentes de partis sur plus de 150 formations politiques. Un bilan pas du tout réluisant. Il est temps d'inverser la tendance. C'est à cela que s'attellent les participants d'une rencontre placée sous le thème Femmes, c'est le moment. Une initiative du projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM. Lancement à Ouelessebougou des Journées nationales du patrimoine culturel édition 2015. Le thème choisi cette année est patrimoine culturel et développement local, la place et rôle des communautés dans la gestion, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. Akinwumi Adesina du Nigeria est le nouveau président de la Banque africaine de développement BAD. Il a été élu aujourd'hui par le Conseil des gouverneurs de la banque en marge des 50e assemblées annuelles de l'institution qui ont eu lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et fin de course pour Birama Sidibé, notre compatriote. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. La cérémonie d'investiture du général Muhammadu Buhari, président élu de la République fédérale du Nigeria, c'est pour demain, vendredi 29 mai. Le président de la République est arrivé cet après-midi à Abuja, au Nigeria. Ibrahim Boubacar Keïta fait partie de la trentaine de chefs d'État invités pour assister à l'investiture du nouveau président nigérien. Un événement historique qui devra marquer une étape importante dans la vie sociopolitique de la première puissance économique en Afrique. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Brahima Koulibaly et Mohamed Diarra. À l'investiture de Mamadou Buhari, le nouveau président de la République fédérale du Nigeria. La photo du président resplendit à travers la ville. Les grandes artères font peau neuve pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations. Cet événement historique sera organisé à Eagle Square. Déjà, des dispositifs sécuritaires sont pris pour éviter tout attentat comme ce fut en 2011 lors de la cérémonie d'investiture du président sortant Goodluck Ebele Jonathan. L'homme qui prendra les commandes de la première puissance économique en Afrique n'est pas un inconnu. Il a déjà dirigé le pays pendant un an, c'est-à-dire de décembre 1983 à août 1985, à la suite d'un coup d'État. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sont invités pour immortaliser cet événement. Le chef de l'État est arrivé ce jeudi après-midi dans la capitale nigériane. Ibeka a été accueilli par les autorités nigérianes et la forte colonie malienne vivant à Abuja. Après un bref entretien au salon d'honneur, le chef de l'État prend ses quartiers dans un grand hôtel au cœur d'Abuja. La présence du Mali à cette cérémonie est le témoignage de l'excellence des relations entre notre pays et le Nigeria. Bien évidemment, un message d'amitié, de fraternité, de solidarité avec le peuple du Nigeria. L'investiture de notre frère Muhammadu Buhari est un événement heureux. Je voudrais rendre hommage vibrant à son prédécesseur qui va lui passer le relais demain, le président Goodluck Ebele Jonathan. Ici au Mali, le Premier ministre Modibo Keïta a eu ce matin une réunion avec les membres de la Troïka. La Troïka, qui est un groupe de partenaires techniques et financiers composé de la France, du Canada et de la Banque mondiale, est désormais élargi à l'aménagement. À l'issue de la réunion, le gouvernement et les membres de la Troïka ont convenu de la mise en œuvre de certaines actions urgentes. Nous écoutons le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, Amadou Konaté. Il est au micro de Bourama Traoré. Nous avons ensemble convenu de la nécessité entre ce moment et le moment du démarrage des différents programmes de développement que nous ayons une période d'intervention humanitaire d'urgence qui permette d'abord de donner à toutes les populations et résidentes actuellement dans le nord et déplacées dans le sud et réfugiés dans les différents pays les moyens d'une subsistance correcte. De remettre en place les services sociaux de base, aider les ménages à pouvoir restaurer leur capacité de production et leur capacité de générer des revenus. Faire en sorte que dans les collectivités, il y ait des programmes d'intervention rapide et d'impact immédiat
pour que les collectivités puissent reprendre une activité économique, notamment dans le secteur primaire et dans le secteur tertiaire. Élaborer très vite et commencer la mise en œuvre des programmes structurants de développement dont un certain nombre ont même des ressources déjà présentes dans notre pays. Nous avons souhaité pour ça qu'il y ait une réunion entre les instances de conception mais aussi de coordination de la coopération qui existent ici et les instances nationales de mise en œuvre des programmes de développement. Et le ministre parlait justement de coopération avec le PTF. Le Mali et la Banque mondiale viennent de mettre à la disposition des producteurs de l'Office du Niger une parcelle aménagée de 2200 hectares. Vous pourrez suivre après ce journal un magazine sur la cérémonie de mise en eau de ces périmètres à Sabali-Bougou dans la zone de production de Débougou. C'est une réalisation de Dougoufana Traoré de l'ERTM à Ségou. Problématique des contrats plans État, région et district de Bamako, c'est le thème au cœur d'une rencontre initiée par le Haut Conseil des collectivités. La rencontre de 4 jours doit déterminer les rôles des différents acteurs devant intervenir dans l'élaboration et la mise en œuvre des contrats plats État-région, éléments essentiels à la politique de décentralisation. Le compte rendu de Sirabachili. La nouvelle vision imprimée à la décentralisation nécessite des contrats plans État-région. Conseillers nationaux et cadres des institutions s'informent sur ce processus tendant à donner un nouveau souffle à la politique de décentralisation, autrement dit le transfert des compétences aux collectivités. C'est une initiative qui tend à faire en sorte que la région aujourd'hui en tant que collectivité soit aussi un acteur du développement, prenne en charge des initiatives et les mette en œuvre avec l'accompagnement de l'État, pour être beaucoup plus explicite. Concrètement, il s'agirait, depuis la région, à travers les conseils régionaux, de proposer des projets qui vont être analysés par un comité de suivi qui a été initié dans le cadre du contrat plan, qui comprend aussi bien la direction générale de la collectivité territoriale, la direction générale du budget et d'autres structures étatiques qui vont accompagner ces projets. Le Haut Conseil des collectivités est donc appelé à jouer un rôle important dans la mise en œuvre du contrat plan région. Pour accompagner le gouvernement, l'institution a initié ses assises de 4 jours pour mieux préparer les conseillers nationaux et autres cadres à la régionalisation. Les États généraux de la décentralisation ont proposé des pistes et des orientations nouvelles en lien avec l'organisation institutionnelle de la gouvernance pour être en phase avec les diversités territoriales et humaines qui fondent la nation malienne. Appelé à jouer un rôle prépondérant en ce qui concerne la mise en œuvre du contrat plan État-région, le Haut Conseil des collectivités se doit de soutenir à travers le renforcement des capacités des élus et de son personnel administratif afin de propulser le train de la décentralisation en détresse suite à des approximations ayant rendu le processus quasi inopérant. Au cours des travaux, les rôles des acteurs, à savoir élus, État, société civile, seront précisés dans l'élaboration et la mise en œuvre du contrat plan région. Les différents concepts du contrat plan seront également détaillés. Présidence de la Banque africaine de développement, c'est le Nigérien Akinwumi Adesina qui l'emporte avec 58,10% du vote total. Un score largement au-dessus de la moyenne. Sans surprise, le favori des observateurs pour succéder à Donald Kaberuka avait pris la tête du premier tour de cette élection. Il est donc le nouveau et 8e président de la Banque africaine de développement, BAD, et prendra fonction le 1er septembre 2015. Ancien vice-président de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, Akinwumi est depuis 2010 le ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Nigeria. Malheureusement, c'est la fin de course donc pour notre compatriote Birama Sidibé. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Seydou Sissoko et Sori Ibrahima Keïta.
Après 7h10 de délit de Dr Akinwumi Adesina, Nigérian, 55 ans, c'est lui désormais le nouveau et 8e président de la Banque africaine de développement BAD. Il passe la main avec 58,10, 60,50%, d'abord devant ses poursuivants immédiats tchadiens et capverdiens au 6e round sur 6, respectivement 31,62 et 36,63%. 10,27 et 2,87%. La Sierra Leone est la première à sortir du jeu, suivie de l'Éthiopie, du Mali au 3e round, de la Tunisie, du Zimbabwe enfin. Il était 13h30, déjeuner oblige, une pause de 30 minutes est observée. À la reprise et à la surprise générale, les journalistes qui se préparaient à la prolongation sont précipitamment appelés en salle et le verdict tombe. Celui qui défend l'idée d'une BAD pour tous se fixe quelques objectifs à souligner. Investir dans une infrastructure intelligente pour la compétitivité et la productivité en Afrique, développer le secteur privé pour la croissance, l'emploi des jeunes et des femmes et le financement du secteur rural. Il prendra ses fonctions ce 1er septembre. Et toujours à Abidjan, je vous propose d'écouter maintenant le chef de la délégation malienne, le ministre de l'économie, Mamadou Igor Diarra, au micro de Aoi Touré. Je pense que nous devons, au nom du président de la République et surtout du gouvernement, remercier tous les partenaires du Mali qui ont sponsorisé notre candidature, mais remercier aussi nos populations, parce que je pense pour une première fois qu'un de nos compatriotes se présente à cette élection. Beaucoup de nos Maliens ont prié pour que le drapeau du Mali puisse rayonner ici, et ce fut le cas. Nous devons donc nous réjouir du parcours, parce que sur les 5 tours, c'est au 3e que notre candidature n'a pas été retenue. Et il y a des cadres africains très brillants dans cette compétition. Donc nous pouvons estimer que c'est un parcours honorable. Et lorsque vous regardez d'ailleurs au niveau des chiffres, les candidats qui sont restés après nous dépassaient de très peu. Pour vous dire que M. Sidibé est un grand cadre de la finance internationale, mais aussi de la finance africaine, et que cette candidature a été saluée ici. C'est une première, il y en aura certainement d'autres. Chaque fois que nos compatriotes postulent à ces très hautes fonctions, elles bénéficient de l'appui, mais également de l'accompagnement de l'État. Et c'était tout à fait normal que nous soyons mobilisés ici. Le ministre en charge de la promotion des investissements, qui est le gouverneur suppléant également de la BAD, et moi-même et toutes nos équipes, nombreuses ici, des différents cabinets, mais aussi de la présidence, qui se sont fortement mobilisés auprès de nos partenaires pour que cette candidature puisse en tout cas être appréciée. Et c'est avec beaucoup de réconfort que nous encourageons donc notre candidat. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de la présidence de la Banque africaine de développement. Et toujours en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, à la tête d'une délégation de parlementaires, est à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, où il a pris part ce jeudi à la 23e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au programme de cette 23e Assemblée parlementaire de la francophonie, plusieurs thèmes ont été débattus, dont la croissance économique et la lutte contre la pauvreté en Afrique francophone, le terrorisme. Les participants ont également évoqué les préparatifs de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue en juillet 2015 à Berne, en Suisse. Et en parlant de l'Assemblée nationale, le président informe les honorables députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tient
tiendra demain vendredi 29 mai 2015 et jour suivant, s'il y a lieu, à l'heure du jour, délibération sur le projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit, le projet de loi relatif à la fixation du capital social de la société à responsabilité limitée. Les travaux débuteront à partir de 15 heures précises dans la salle Modibo Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés et la séance est publique. Parlons à présent de cette sous-représentativité des femmes au poste de prise de décision. Au Mali, sur plus de 150 formations politiques, il n'y a que 3 présidentes de partis et sur 703 maires, 8 femmes. Un bilan en deçà des perspectives pour une plus grande représentativité des femmes au poste décisionnel. Le sujet fait en tout cas débat. Il a réuni aujourd'hui à Bamako les intervenants du secteur et leurs alliés placés sous le thème « Femmes, c'est le moment ». La rencontre est organisée par le projet d'appui au processus électoral au Mali, PAPEM. Ramata Kounate, reportage. Le temps où les femmes servaient de bouclier électoral est révolu, constatent les organisations de femmes du Mali. Elles veulent être à la tête de liste des partis politiques et plus représentatives dans l'administration publique et les fonctions libérales. Dans tous les cas, les dés sont jetés pour une plus grande représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Ce n'est pas facile, c'est facile à dire, mais allez-y voir ce qui se passe au niveau des partis politiques. Ce n'est pas facile. Il faut que les réunions servent à préparer les femmes à se porter candidates d'abord. Il ne faut pas attendre le jour du choix du candidat pour aller dire je suis candidate, ce n'est pas ce jour-là. Ça ne va pas passer. Les candidates aux élections du Niger et du Bénin et leurs consoeurs du Mali partagent leur expérience avec les autres femmes. À ces échanges s'ajoutent 2 panels, dont l'un sur le bilan et les perspectives pour plus de femmes aux postes électifs et nominatifs. Les femmes sont peu représentées à ces postes alors qu'elles constituent plus de la moitié de la population et de l'électorat malien. Le niveau de représentativité des femmes à l'Assemblée nationale, il est paraît-il de 9,5% quand on compte 14 députés sur un nombre de 147. 8% au niveau des conseils communaux quand on a 895 femmes sur un total de 10 777. Et ici également, au sein du gouvernement, nous comptons 3 ministres sur 29. Un résultat très très loin des engagements de parité pris par le Mali dans la CEDEF depuis 1979. C'est-à-dire plus de 30 ans. La journée de bilan se veut donc un plaidoyer pour inverser la tendance. Il s'agit de soutenir les femmes en vue d'obtenir le quota, à défaut 30% de représentativité au poste de prise de décision. C'est une opportunité à saisir ensemble, tous ensemble. Mon mandat ne s'agira pas d'en imposer, mais de se doter de moyens légitimes dans ce combat légitime, donc de moyens les plus efficaces pour atteindre en toute confiance l'objectif et les objectifs du moment. L'intégration du concept genre dans le processus électoral doit aussi se traduire par l'amélioration de leur positionnement en tant que candidate. La rencontre est placée sous le thème « Femmes, c'est le moment ». Une invitation des uns et des autres à aller au-delà des discours et des promesses en vue de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Et nous parlons d'élections. Notez que le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le vendredi 29 mai 2015 pour l'enregistrement de leur message de campagne dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako. 9h, ACJS, Suleiman Boubacar Dia, 9h30, PRVM Fasoko, Oumar Sissé, 10h, Indépendant, Seriba Bengali. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne du PEDAR, MJCD, de l'URD et de l'Indépendant Mahamadou Djouara. Tenu
tenue à Bamako de l'atelier de validation du plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sorona Kamisoko, les détails. Adoptée il y a 15 ans, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies vise à renforcer la participation des femmes aux différentes étapes de paix. Il s'agit des efforts de paix pendant et après les périodes de conflit. C'est pour une meilleure application de ce mécanisme de paix que le département en charge de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires sont réunis. Ensemble, ils valident le plan d'action national 2015-2017. Le présent plan, qui sera le deuxième pour le Mali, est bâti sur les leçons tirées et sur l'évolution du contexte national et sur les perspectives en matière de paix et de sécurité que indique l'accord d'Alger. Notre rôle ici dans ce pays, c'est vraiment de promouvoir un partenariat de long temps, de longue histoire, mais en particulier aussi pour renforcer une perspective genre dans le développement dans ce pays. Les femmes sont les principales victimes de l'insécurité et de la guerre. C'est pourquoi le département concerné accorde un intérêt particulier à ce document. Nous allons veiller à ce que ce plan soit le plus opérationnel possible. Je vous exhorte à mettre en place les indicateurs de suivi et les indicateurs de performance des acteurs concernés. Il faut que ça soit clair. Si ça ne sort pas dans le document, nous ne reconnaîtrons pas le document. La rencontre de 2 jours regroupe les participants venus de toutes les régions et du district de Bamako. Lancement ce matin de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale. Durant un mois, les acteurs de la santé vont renforcer la mobilisation sociale en faveur du repositionnement de la planification familiale dans notre pays. Le reportage de Aïssata Saliou Meiga. La planification familiale, un droit pour tous, tel est le thème de la 11e édition de la campagne de la planification familiale. Durant un mois, les acteurs de la santé vont informer et sensibiliser les populations sur les avantages de la planification familiale. Les produits contraceptifs seront donnés gratuitement aux femmes au cours de cette campagne. Au Mali, la prévalence contraceptive est de 10% chez les femmes en union. À cela s'ajoute le nombre élevé de la mortalité maternelle et infantile, des indicateurs qui restent encore alarmants. Il devient impérieux d'initier des actions stratégiques pour inverser cette tendance, surtout quand on sait que la planification familiale est une stratégie de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Le mois de campagne en faveur de la planification familiale a été institué en 2005 par le ministère chargé de la Santé pour, d'une part, informer et sensibiliser les populations et, d'autre part, permettre l'amélioration des indicateurs à travers des actions fortes amenées par les acteurs de santé. Nous soutenons le gouvernement dans la fourniture des produits, mais aussi nous renforçons les capacités des ressources humaines et nous équipons aussi les structures sanitaires, nous dotons aussi d'ambulances et d'autres moyens. Bien entendu, nous sommes là pour accompagner le Mali. Un sketch sur l'importance de la planification familiale et des prestations de l'artiste Makuyate numéro 1 ont meublé la cérémonie. L'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCMM, tient depuis ce matin sa 14e session ordinaire de l'Assemblée consulaire. Cette année, un accent particulier sera mis sur l'insertion de plus de 75 000 artisans qualifiés. Moussa Fane. L'insertion de plus de 75 000 artisans qualifiés et sans emploi et de 46 000 artisans formés grâce à l'apprentissage traditionnel constitue l'une des préoccupations des responsables de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCM. Pour l'insertion de ces jeunes artisans, l'APCM souhaite la construction d'ateliers sociaux. On a vu l'expérience des logements sociaux. Aujourd'hui, nous souhaitons avoir des ateliers sociaux. Maintenant, ces artisans qui sont dans ces différentes filières, par exemple, tous ceux qui sont dans la filière bois, vont s'installer dans un atelier qui s'appelle atelier
social, donc qui permet à ces artisans de travailler et rembourser. Le secteur de l'artisanat est au centre de l'économie nationale. Il est confronté à certaines difficultés, notamment les nouveaux systèmes d'imposition auxquels sont soumises les entreprises artisanales, selon le président de l'APCM. Nous avons fait une proposition concrète. Chez nous, il y a 3 catégories d'artisans. L'artisan de survie, ceux qui étaient à 14 700, qu'ils aillent à 1,5%. Au lieu de payer 14 700, s'ils déclaraient réellement 1 million, ils vont payer 15 000. Ceux qui étaient... Cette tranche n'existait pas. L'artisan émergent, lui, il peut payer 2%. S'il déclare 1 million, il paye 20 000. Et l'artisan bien structuré, qui est une entreprise artisanale, peut aller effectivement au chiffre souhaité, le taux souhaité, c'est-à-dire les 3%. L'impôt, en cette période de crise, reste toujours un handicap pour la relance des activités artisanales. Et ce qu'ensemble, nous ne pourrions continuer le lobbying habituel afin de trouver une solution juste et acceptable pour toutes les parties. C'est vous dire, chers artisans, que vos préoccupations sont aussi les nôtres. Pendant 10 jours, les élus consulaires devront également évaluer l'état d'exécution du plan d'action et du budget 2014. Le plan d'action et le budget prévisionnel 2015-2016 seront aussi examinés. Les participants sont venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Organisation et structuration des partis autour d'une identité politique, c'est l'objet d'une session de formation qui se tient depuis ce matin à Sélégué. La rencontre permettra d'améliorer les connaissances des partis politiques sur l'élaboration de programmes clairs sur les grandes questions nationales. Salimata Dao. C'est à Sélégué que la vingtaine de partis politiques bénéficient de ce renforcement de capacité sur comment structurer une idéologie politique. En fait, les partis se développent plus autour des personnes que de programmes. Et lors de l'analyse du contexte en 2014, il a été recommandé par les partis politiques de prendre en compte ces insuffisances-là en essayant d'amener les partis à adopter des pratiques en rapport avec la promotion des programmes politiques. Et on appuie les partis dans ce sens-là pour qu'ils s'approprient des techniques d'élaboration de programmes politiques sur une base idéologique. Il y a beaucoup de partis politiques, autour de 150 je pense, mais pas d'expérience, pas de structuration, pas de financement beaucoup public d'établir une bonne réseau, une bonne structuration des partis. Donc c'est important d'avoir des partis qui pensent une certaine idée, une idéologie, mais une idée de société pour avoir un choix pour les citoyens. La cible de cette rencontre, que sont les partis politiques, sont conscients de leurs responsabilités. Et pour cause, les populations s'intéressent plus au matériel en adhérant à un parti qu'à son programme de développement. Ils apprécient donc ce que cette formation peut leur apporter dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut que le choix soit axé sur autre chose que les petits avantages et autres là. Et en tant que parti politique, nous sommes responsables. J'attends beaucoup de cet atelier car il y aura des stratégies pour la campagne, la mobilisation des militants. Et ça, c'est le plus important pour nous. À l'issue de ces 2 jours d'échange, les participants auront acquis des compétences en matière d'analyse, de formulation, d'actualisation et de diffusion de projets et programmes politiques en rapport avec les préoccupations des populations. Je vous le disais tantôt, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, à la tête d'une délégation de parlementaires, est à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, où il a pris part ce jeudi à la 23e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Au programme de cette 23e Assemblée parlementaire de la francophonie, plusieurs thèmes ont été débattus, dont la croissance économique et la lutte contre la pauvreté en Afrique francophone, le terrorisme. Les participants ont également évoqué les préparatifs de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue en juillet 2015 à Berne, en Suisse.
Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale algérienne effectue une visite d'amitié et de travail de 4 jours dans notre pays. Il a visité aujourd'hui la direction générale de la gendarmerie nationale du Mali. Les responsables des 2 structures ont eu une séance de travail sur des questions liées à la formation, à la lutte contre le terrorisme et au crime organisé. Écoutons le général-major Menad Nouba, chef d'état-major de la gendarmerie nationale algérienne. Les propos recueillis par nous Sissoko. La gendarmerie malienne et la gendarmerie algérienne sont 2 institutions qui ont une date et une histoire. Quand je dis une histoire, se connaissaient depuis des années. Il faut approfondir ce partenariat et élargir la coopération entre nos 2 gendarmes, surtout en ce temps-ci, pour lutter contre le crime transfrontalier et toute criminalité imposée par nos 2 institutions de sécurité publique. Les grands axes, c'est surtout l'axe de la formation. La formation, donc, c'est vrai qu'il faut former. Pour faire face à toute cette criminalité transfrontalière, il faut des hommes, il faut des compétences, il faut une formation spécifique, une formation technique. Nous, actuellement, nous attendons les besoins qui seront exprimés par la gendarmerie malienne. La formation, comme je disais tout à l'heure, les 2 gendarmeries ont une date. Depuis 1972, on est en train de former et de partager les mêmes convictions, les mêmes missions. Nouvelle de nos régions, les populations de Tombouctou sont sorties massivement pour marcher en guise de soutien au gouvernement et à la plateforme pour la signature du 15 mai dernier à Bamako. Amou Soumeila, correspondance. Cette marche pacifique a démarré à la place Ancoré pour se terminer au gouvernorat. Elle est organisée par l'organisation de la société civile de Tombouctou, toutes confessions confondues. Objectif, soutenir les accords signés le 15 mai 2015 à Bamako et montrer leur attachement au Mali. Pour le président du Haut Conseil islamique de Tombouctou, les populations ont marché pour réclamer la paix. Nous sommes fatigués. Depuis la première occupation jusqu'à nos jours, c'est toujours les mêmes peines, les mêmes souffrances. Et je crois que ce cri de cœur que la population de Tombouctou est sortie pour lancer et sera entendu par les hautes autorités et on prendra en considération ce que ces populations ont dit à travers les cris. Les organisations de la société civile de la région de Tombouctou, sans exclusive, saluent et félicitent le gouvernement de la République du Mali et la plateforme pour la signature de l'accord de la paix et de la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. En dépit de la signature du 15 mai 2015, les populations de la région de Tombouctou sont aujourd'hui encore confrontées à une vague de violence qui assombrit l'avenir que nous souhaitons radieux. Condamne avec la dernière rigueur ces actes qui compromettent dangereusement le vivre ensemble. La société civile a remis aux représentants du gouverneur une déclaration à la fin. Toute initiative tendant à prôner la paix, tendant à soutenir la paix, est à encourager et à partager. Et nous partageons votre démarche. Nous serons fidèlement transmettre votre message aux autorités supérieures. Toute la société civile de Tombouctou soutient les accords signés et reste attachée au Mali, un et indivisible. Une rencontre partenariale a regroupé à Ségou plus de 100 responsables d'organisations paysannes de l'OPAM et du PAM. Elle a édifié les coopératives et associations sur les opportunités des marchés institutionnels, entre autres. De Ségou, le reportage de Amaguiré Orobaradoulou. Quelles sont les opportunités des marchés institutionnels tels le PAM et le PAM? Une centaine de délégués de 16 coopératives et associations apparentées a rencontré à cet effet les responsables du commissariat à la sécurité alimentaire, de l'OPAM et du programme alimentaire mondial et leurs partenaires. Les producteurs et productrices céréaliers et maraîchers de la région de Ségou, avec toutes leurs potentialités agricoles, sont très souvent confrontés au problème d'écoulement de leurs excédents céréaliers. La rencontre de Ségou est une initiative de l'ONG Ferré Diara, ce qui signifie la commercialisation a été bonne. Ce projet regroupe plusieurs thèmes qui s'inscrivent dans les domaines d'expertise et d'action
de l'Alliance agricole internationale. Le regroupement de producteurs et de productrices agricoles au sein d'organisations coopératives fortes, rentables et démocratiques. L'amélioration des services offerts par les organisations coopératives à leurs membres et plus spécifiquement les services d'approvisionnement en intrants agricoles et les services de commercialisation. Entre autres objectifs aboutissant à l'amélioration des conditions de vie du producteur, toutes choses qui s'inscrivent en droite ligne de la politique gouvernementale. Le commissariat à la sécurité alimentaire s'est donné comme objectif d'acquérir au moins 30% des achats institutionnels auprès des organisations paysannes. Au regard de ces objectifs ambitieux et conformément à la volonté du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le commissariat s'engage à relever ces défis qui consistent à renforcer la participation des organisations paysannes au marché institutionnel de l'État. Les échanges ont pour se faire porter sur les stratégies d'accès au marché institutionnel et au fonds d'investissement de Furé Diarra. Plus de 158 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de réduction de l'insécurité alimentaire qui vient d'être lancé en faveur de la région de Gao par l'ONG Indamali. Boubacar Babli Touré nous en parle. Ce projet créé pour la réduction de l'insécurité alimentaire est ainsi lancé dans la commune rurale de Bara, dans le cercle d'Ansongo. Sa priorité est de contribuer à l'amélioration des conditions alimentaires et la résilience de près de 6 000 ménages vulnérables. Ce sont les communes de Taboui, Bunzurei, Gao, Bara et Boura qui sont concernées par le dit projet. L'initiative est de l'ONG Indamali à Gao. Le projet, dans 14 communes des régions de Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou et Kaï, vise à poursuivre des actions de résilience prioritairement dans les communes en difficultés alimentaires et en difficultés socio-économiques, identifiées cette année dans le cadre du renforcement des capacités d'adaptation des populations face au choc. Pour un montant total de 158 405 000 francs CFA pour le compte de la 7e région, il va permettre la réalisation de barrages, de digues, de puits et de canaux d'irrigation pour une gestion judicieuse de l'eau. La réalisation de ces infrastructures va booster la production locale en produits maraîchers et de riz dans les communes cibles. Depuis plusieurs années, notre pays traverse de graves crises alimentaires liées à de mauvaises campagnes agricoles successives, elles-mêmes consécutives à de mauvaises pluviométries et à l'invasion des prédateurs. L'appui financier de Caritas Allemagne a été d'un grand apport pour la réalisation de ce projet qui durera 1 an. Revenons sur l'arrivée du président de la République cet après-midi à Abuja, au Nigeria. Ibrahim Boubacar Keïta fait partie de la trentaine de chefs d'État invités pour assister à l'investiture du nouveau président nigérien, Mahamadou Buhari, prévu ce vendredi. Un événement historique qui devra marquer une étape importante dans la vie socio-politique de la première puissance économique en Afrique. À 24 heures de la cérémonie, nos envoyés spéciaux à Abuja, Mohamed Diarra et Ibrahima Koulibaly, nous font vivre l'atmosphère dans la capitale nigériane. La capitale nigériane, Abuja, s'est métamorphosée pour accueillir des invités devant assister à l'investiture de Mahamadou Buhari, le nouveau président de la République fédérale du Nigeria. La photo du président resplendit à travers la ville. Les grandes artères font peau neuve pour souhaiter la bienvenue aux différentes délégations. Cet événement historique sera organisé à Eagle Square. L'homme qui prendra les commandes de la première puissance économique en Afrique n'est pas un inconnu. Il a déjà dirigé le pays pendant 1 an, c'est-à-dire de décembre 1983 à août 1985, à la suite d'un coup d'État. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sont invités pour immortaliser cet événement. Le chef de l'État est arrivé ce jeudi après-midi dans la capitale nigériane. Ibeka a été accueilli par les autorités nigérianes et la forte colonie malienne vivant à Abuja. Après un bref entretien au salon d'honneur, le chef de l'État prend ses quartiers dans un grand hôtel au cœur d'Abuja. La présence du Mali à cette cérémonie est le témoignage de l'excellence des relations entre notre pays et le Nigeria. Bien évidemment, un message d'amitié, de fraternité, de solidarité avec le peuple du Nigeria. L'investiture de notre frère Mahamadou Buhari est un événement heureux. Je voudrais rendre hommage vibrant à son prédécesseur qui va lui passer le relais demain.
le président Goodluck Ebele Jonathan. Il a été vraiment un artisan de l'intégration, déterminé, courageux, volontaire, et dont nous avons bénéficié de l'amitié. Pendant la crise malienne, vous avez vu, il a été le seul chef d'État qui soit venu chez nous. Et ça, nous ne l'oublierons jamais. Donc, vous avez vu également, comme le monde entier, comment il a accepté sa défaite. C'est ça la démocratie. C'est ça l'Afrique, telle que nous la souhaitons, telle que nous la voulons, telle que les peuples la veulent. Nous venons donc lui rendre hommage au sortant, et accueillir avec beaucoup de bonheur l'entrant, qui est un frère également aussi, qui dès le lendemain de son élection nous a appelés pour dire toute sa fraternité avec le Mali, et bien évidemment nous a invités à participer à la cérémonie de demain, ce que nous allons faire de bien bonne grâce. Donc c'est l'Afrique qui gagne dans tout ça, c'est la CEDEAO qui gagne dans tout ça, et c'est un jour heureux pour le Nigeria, pour le Mali et pour toute la zone CEDEAO. Mahamadou Bouhari, qui sera donc investi ce vendredi, est considéré par bon nombre de Nigériens comme le président du changement. Les populations de Boubouba à travers la coopérative Sinsimbéré ont désormais de l'eau potable. L'infrastructure a coûté 15 millions de francs CFA à l'ONG Mali Folk Center et ses partenaires. Aïssata Salim Maïga, compte rendu. Ce système d'adduction d'eau qui vient d'être inauguré va permettre aux populations de Bouboula d'avoir de l'eau potable. Il permet également d'appuyer les femmes de la coopérative Sinsibéré dans la transformation du beurre de qualité. L'infrastructure a coûté 15 millions de francs CFA à l'ONG Mali Folk Center et ses partenaires. Une deuxième tentative hors du périmètre des 3 hectares nous a permis aujourd'hui d'avoir à peu près 3 mètres cubes et donc qui était suffisant pour pouvoir vraiment installer un système d'adduction d'eau avec pompage solaire et qui va vraiment non seulement servir ces femmes-là pour leurs activités, mais aussi tous les villages. Au cours de la cérémonie, les femmes et les chefs du village n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Les autorités communales se réjouissent également de cette action. Il y avait trop de problèmes d'eau chez nous. Mali Folk Center a créé 3 puits ici, mais ça n'est pas avoir d'eau. Bon, 2 petits puits traditionnels, on n'est pas avoir d'eau. On a créé ça et on a trouvé d'eau. Ça nous a beaucoup satisfait. Maintenant qu'on a trouvé de l'eau, ça va nous appuyer de faire notre travail. Et on a besoin aussi de faire autre travail, plus que la production de quartier. La coopérative Sinsibéré compte plus de 300 femmes et elle couvre les villages de Sanankuruba, Djalakuruba et Bouboula. C'est parti à Ouelessebougou depuis ce matin des Journées nationales du patrimoine culturel édition 2015. Cette année, le thème choisi par le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme est patrimoine culturel et développement local, place et rôle des communautés dans la gestion, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de tutelle, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, a été marquée par une série d'activités, notamment des inaugurations et le vernissage d'une exposition. Pour plus de détails, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Mamadou Sidibé et Molibo Souari. C'est la place de l'espace culturel Djitoumou Ferrer qui a habilité cette cérémonie de lancement des Journées nationales du patrimoine culturel JNPC. La particularité de la manifestation cette année est sa délocalisation à Ouelessebougou, une ville située à quelques 80 km au sud de Bamako. Une zone qui regorge de nombreux sites touristiques et dotée également d'un riche patrimoine culturel national. Nous avons de nombreux sites méconnus. Et nous voulons faire la promotion du tourisme culturel, du tourisme scolaire, universitaire, de l'écotourisme. Actuellement, les cadres même ne connaissent pas leur pays. Et c'est ce qui est grave. L'impact de cette journée, c'est la valorisation du patrimoine culturel de Ouelessebougou. C'est de montrer au monde entier que ici repose Djitoumou Moussa. C'est de montrer au monde entier que Benjé, le colonisateur ou l'explorateur, a passé une nuit à Ouelessebougou et que sa case demeure ici préservée à Ouelessebougou. C'est de montrer au monde entier que Ouelessebougou peut être une destination touristique au Mali. Cette première journée nationale du patrimoine culturel a été marquée par l'inauguration de la case de l'unité et de la réconciliation, les Djitoumou Ferrer, un espace qui se veut le centre culturel
artisanale de Wélé-Sébougou. Après l'ouverture officielle, les invités ont eu droit à la visite guidée de la foire artisanale installée sur le site de la manifestation avec une gamme variée de produits made in Mali. D'autres activités non moins importantes étaient également au cœur de cette édition des JNPC, notamment le vernissage d'une exposition photo sur le patrimoine culturel du Djitoumou intitulée La Divination. Ce rendez-vous 2015 pour célébrer et valoriser le patrimoine culturel est le résultat d'une longue démarche entreprise par l'association Djitoumou Kounkan auprès du département de la culture. Le choix de la délocalisation n'a pas été une évidence face aux réalités des difficultés liées à l'organisation matérielle. Mais il était impensable pour nous de tenir toute la réflexion autour du thème patrimoine culturel et développement local dans le cadre urbain de Bamako. Définir la place et le rôle des communautés dans la gestion, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel est un exercice sans exclusive au cœur duquel se trouvent les populations locales. Au cours de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées à des membres du gouvernement pour leur implication au processus de paix et de réconciliation nationale. Cette première journée nationale du patrimoine culturel JNPC s'est achevée par l'inauguration du fléchage des sites touristiques de Djitoumou au rond-point Sélingué Wélé-Sébougou sur l'axe Bamako-Bougouni. 9e édition du concours d'art talent de la Cité 2015 avec comme thème art et cohésion sociale. Près d'une vingtaine de candidats en musique et en tresse étaient en compétition. Cheikh Oumar Sangaré nous en dit plus. La jeune chanteuse bois Virginie Dambélé en musique et Aïchata Style Sidibé avec la coiffure Fatoumata Di des Peuls en tresse ont remporté les premières places dans leurs catégories respectives dans ces castings. Ces lauréats représenteront le district de Bamako à la phase finale du concours Talent de la Cité 2015 à Ségou. Pour les organisateurs de cet événement pluridisciplinaire, il s'agit de stimuler la créativité chez les jeunes. C'est un concours national d'art plastique, de musique, de tresse, de photographie et d'art numérique. Les jeunes artistes en herbe âgés de 15 à 35 ans. Depuis près d'une décennie, le concours Talent de la Cité aide les jeunes artistes à se frayer un chemin. Cela à travers des appuis sur le plan technique, financier et promotionnel. L'activité s'étend de plus en plus à d'autres localités. Le concours il est organisé dans les régions de Kaï, Ségou, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. Je dois préciser que cette année, l'innovation majeure, c'est l'intégration de la région de Kaï. Donc pour donner d'année en année une envergure nationale à ce concours Talent de la Cité. Je ne fais que me réjouir vraiment de cette initiative prise par l'association Smart de Ségou et assurer en même temps l'association pour toute notre disponibilité entière, pour toute initiative aussi prise par cette association pour la promotion et la valorisation de la culture malienne. Le concours Talent de la Cité est organisé par l'association des droits maliens SMART en partenariat avec la Fondation Festival sur le Niger. Cette 9e édition sera sanctionnée par la grande finale le 6 juin prochain dans la cité de Balanza. Cheikh Oumar Sangaré, notre envoyé spécial à Ségou. Turkish Airlines atterrira désormais à Bamako. La compagnie aérienne nationale turque va effectivement servir notre pays pour son vol inaugural sur le Mali. Était à bord des responsables de la compagnie et l'ambassadeur du Mali en Turquie. Fademba Keïta, reportage. À partir de ce 26 mai 2015, la capitale des Trois Caïmans devient la nouvelle destination de la Turquie. En un premier temps, notre pays va bénéficier de 3 vols directs Bamako-Istanbul et des vols Istanbul-Bamako via Ouagadougou 2 fois par semaine et via Niamey 1 fois par semaine. On a une capacité de 150 sièges, mais la capacité en général, l'avion a un corps plus élevé et la capacité est plus élevée, on a les standards de IFE. Une cinquantaine de journalistes étaient aussi là pour apprécier le profil de l'avion et assister à la descente des premiers passagers. Ce qui signifie que la conférence de presse qui suit la cérémonie de vol inaugural de la 2e compagnie au monde de par sa flotte va sans nul doute permettre aux responsables de dégager leurs ambitions pour le Mali.
Nous avons une qualité de produit qui est très élevée. On a reçu le prix de Skytrax en Europe 4 ans consécutivement et on est fiers de rapporter ça au Mali. Et grâce à cette nouvelle desserte, les deux pays renforceront davantage leurs liens et cela dans bien des domaines. Les récentes visites d'État du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, en Turquie, témoignent de la qualité des relations entre le Mali et la République de Turquie. L'arrivée de Turkish Airlines au Mali permettra sans doute, vous l'avez dit, Monsieur l'ambassadeur, de renforcer l'excellente collaboration, l'excellente coopération et surtout les échanges commerciaux entre le Mali et la Turquie. Au carrefour de l'Europe et de l'Asie, la Turquie avec ses 274 avions dessert 28 pays africains dont le Mali sur les 110 à travers le monde. La politique d'extension des aéroports du Mali ouvre la porte à toutes les grandes compagnies désireuses de faire de notre pays une destination touristique. Sport, football, les éliminatoires de la CAN 2017 démarrent le week-end du 12, 13 et 14 juin prochain. Ce matin, le sélectionneur des Aigles, Alain Giresse, était face à la presse pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour le premier match à Bamako face au Soudan du Sud. Ousmane Daou nous parle des revenants, des nouveaux venus et ceux qui ont déclaré forfait. Pour cette première journée, le sélectionneur des Aigles du Mali, Alain Giresse, a fait appel à 24 joueurs. Parmi eux, des revenants comme Sambasso, Oumar Sissoko, Ousmane Berté. Il y a aussi ceux qui n'ont pas joué la CAN 2015. Ils sont au total 9. Ajoutez à ceci Ousseini Sissé, qui est dans le nid des Aigles pour la première fois. Il est défenseur et évolue à Dijon en France. Certains ont déclaré forfait à cause des blessures. Le gardien Mamadou Samassa, Cheikh Tidiane Diabaté, Ahmed Tongo Doumbia, Abdoulaye Djabi et Moula Ouagui. Malgré tout, les critères de sélection sont clairs. Les critères avant tout, c'est de tenir compte des éléments que nous avons en cette période. Des éléments qui font que nous avons des joueurs blessés, nous avons des joueurs qui sont en instance de changement de club, qui veulent s'assurer et avoir la sécurité et la garantie d'être dans un club avant de pouvoir disputer un match. Nous avons et puis des binationaux dont on a démarché, qui n'ont pas encore donné leur accord pour venir avec l'équipe nationale. Voilà, donc il a fallu tenir compte de tous ces paramètres pour arriver à faire un groupe de 24 qui sera ramené à 23, parce que dans les 2 semaines qui arrivent, il peut encore y avoir des modifications qui puissent nous handicaper. L'adversaire du Mali est le Soudan du Sud, inconnu sur le plan footballistique, toutes choses qui font que les Aigles préparent le match avec le plus grand sérieux. Ça, c'est un nouveau pays sur le continent, donc c'est un nouveau pays aussi en ce qui concerne le football. Une équipe qui a disputé 2 matchs, un aller-retour contre le Mozambique, donc pas grand-chose à savoir, difficile à savoir. Alors on va dire je pense que les joueurs s'apparentent quand même aux joueurs soudanais. C'était le même pays, donc je pense que les caractéristiques sont à peu près les mêmes. Donc voilà sur lequel on peut s'appuyer. Après, donc à partir de là, c'est surtout de s'appuyer sur nous, sur nos qualités, sur nos forces, nos certitudes, voilà, et faire le match que nous devons faire en rapidement se plongeant dans la rencontre, même si on n'a pas eu la possibilité de les connaître. Pour aborder la rencontre de façon sereine, les Aigles vont effectuer un stage au Maroc du 1er au 7 juin. La deuxième partie se fera à Bamako au centre sportif Ousmane Bleni à Kabbalah. Le match Mali-Soudan du Sud est prévu le 13 juin à 19h au stade du 26 mars. Rappelons que le Mali évolue dans le groupe C des éliminatoires de la CAN 2017 en compagnie de la Guinée équatoriale, du Bénin et le Soudan du Sud. Football toujours, mais cette fois-ci sur le terrain, championnat national de Ligue 1. La 17e journée a démarré hier avec un seul match ici à Bamako. Les 11 créateurs de Nyarela ont gagné 1-0 face aux Nyanan de Koulikoro. Le résumé du match avec Siragatou Sissé. Toujours à la recherche d'une place africaine la saison prochaine, les 11 créateurs de Nyarela entament le match de la 17e journée de Ligue 1 face aux Nyanan de Koulikoro de façon timide. Le jeu a du mal à s'emballer. Il faut attendre la 32e minute pour voir les 11 créateurs y rehausser leur niveau de jeu. Sur un joli mouvement collectif, Moussa Sissoko décale Mamadou Diallo pour l'ouverture du score. La seconde mi-temps est à l'avantage des Koulikorois du Nyana. Ils enchaînent les occasions sans pouvoir les concrétiser. Les 11 créateurs mettent fin à la longue série de matchs nuls.
Cette victoire a tardé à venir parce que ça fait un bon moment, on était dans une série de matchs nuls. Je pense que c'est bon à prendre pourquoi, et nous pouvons dire que ça peut être vraiment le début d'une série de victoires aussi. Les enfants se sont battus jusqu'au bout. Les 11 créateurs, ils ont gagné. En attendant la 18e journée, les 11 créateurs de Nyarela et le Nyana de Koulikoro auront le temps soit de serrer les vis ou de rebondir pour bien se positionner au classement. Voilà pour l'essentiel de l'information. Demain, c'est Amara Malé Diallo qui prend le relais pour les éditions du soir et Aïssata Ibrahim Maïga pour celle du matin. Rachel Tessougué sera là tout à l'heure pour le JT des formations. Mais d'abord, c'est Abibatou Djekité qui vous présentera la météo, c'est-à-dire tout de suite après moi. Grand merci à nos téléspectateurs de Manankoro Garalo, c'est dans le cercle de Bougouni. Bonsoir à tous.